Ligne directe, au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour la première de cette toute nouvelle émission, Ligne directe donc, au cœur de l'Europe. Pourquoi l'avoir créée tout d'abord ? Eh bien, tout simplement parce que nous traversons une période historique jamais vue jusqu'ici, une crise qui affecte l'humanité tout entière, au-delà de la pandémie de Covid-19. Parce que, pour reprendre l'expression du journaliste américain Thomas Friedman, la Terre est devenue plate, nous sommes tous concernés, nous sommes tous logés à la même enseigne. Pourquoi le cœur de l'Europe ? Parce que nous y vivons, nous Français, francophones, ainsi que nos familles, parce qu'en Allemagne, en Europe centrale, donc à Prague ou à Vienne, dans l'ancien glacis communiste, donc à Bucarest, Budapest ou Varsovie, dans les Balkans, depuis Zagreb jusqu'à Pristina ou bien Skopje, nous nous posons tous les mêmes questions. Que nous arrive-t-il ? Quand allons-nous en sortir ? Dans quel état ? À quel prix ? Que font les autorités aussi bien françaises que celles des pays qui nous accueillent ? Savent-elles où elles vont ? Nos responsables sont-ils à la hauteur de la crise ? Voilà le thème de cette première édition qui a pour invité justement l'un de ses responsables, Frédéric Petit, député de la 7e circonscription des Français établis hors de France. Cela concerne pas moins de 16 pays, le cœur de l'Europe que j'évoquais à l'instant. En France, depuis la fin du mois de mars, de nombreux sondages soulignent une baisse constante de confiance dans la parole politique. Je citerai juste 2 chiffres. 63% des Français estiment qu'on leur cache des choses. Sondage OpinionWay. 70% d'entre eux pensent que l'État ne dit pas la vérité aux Français. Étude Odoxa. J'ajouterai à cela une déclaration du délégué général adjoint de La République En Marche, Paul Persson, publiée il y a 3 jours par le quotidien Le Monde. On constate un délitement de la parole politique, dit-il, réduite au même niveau que le Pékin moyen sur Facebook. Alors, Frédéric Petit, est-ce que vous partagez le sentiment de Paul Persson ? Est-ce que ce soir, vous vous sentez comme un Pékin moyen sur Zoom ? Non, je me sens pas comme un Pékin moyen. Je suis pas, je dirais pas fier. Je suis pas dans un état de. Je suis aussi dans un état d'incertitude. Mais je crois que ce délitement de la parole politique n'est pas lié à la crise et n'a pas commencé avec cette crise. Il vient de très très loin. Je raconte souvent aux gens que je rencontre dans ma circonscription et aux gens qui m'ont un peu accompagné que s'il y a eu un engagement politique chez moi, c'était un désengagement de la politique dans les années 80 parce que justement je sentais que la politique était réduite à un match, c'est-à-dire il fallait gagner les prochaines élections et que moi qui faisais à ce moment-là un travail d'action sociale, j'étais extrêmement bloqué par cette manière de voir notre avenir en commun de cette manière. Voilà. Alors évidemment, en ce moment, cette crise exacerbe cette impression, exacerbe cette manière. J'avoue que j'ai beaucoup de collègues qui me laissent perplexe dans leur façon de tout d'un coup tout savoir. Déjà, en temps normal, en tant que député qui découvrait le métier ou le travail depuis 3 ans, j'avais beaucoup d'admiration pour ceux qui, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'ils savaient tout, ils connaissaient tous les domaines. Et là, tout d'un coup, j'ai des collègues qui savent tout des médicaments, qui savent tout des masques et qui prennent des décisions, qui annoncent des décisions, qui critiquent des décisions. Voilà, je crois que, comme a dit un de mes collègues, le politique, c'est pas un métier, mais c'est un travail. Et je crois que c'est ce que moi je retiens. J'essaye de travailler, c'est-à-dire d'avancer, avec beaucoup de modestie, mais aussi avec beaucoup de ténacité. Et j'essaye justement que ma parole ne soit pas celle d'un Pékin moyen, mais celle de quelqu'un qui a été choisi pour essayer d'approfondir, pour essayer de rester en contact, pour essayer d'expliquer, et pas quelqu'un qui a été choisi pour essayer de cacher ou pour essayer d'être devant les autres, mais plutôt justement de garder ce lien. C'est d'ailleurs une de mes priorités pendant cette période de crise que j'ai annoncée plusieurs fois. Je crois qu'on va avoir besoin d'horizontalité. En préparant cette émission, j'ai trouvé le terme qui me manquait. Je parlerai d'hyperventilation citoyenne, c'est-à-dire qu'on a besoin de multiplier les endroits où on discute, les endroits où on confronte, sans être obligé de gagner la discussion, sans être obligé de gagner la bagarre,
mais on va avoir besoin d'horizontalité. Je téléphone énormément à mes conseillers consulaires, je téléphone énormément, je fais énormément de discussions, je téléphone aux gens qui ne s'attendent pas à ce que je les appelle, qui sont surpris, parce que je crois que pour ne pas passer à côté de ce dont on ne voit pas l'importance aujourd'hui, mais qui sera peut-être important dans un an, qui sera peut-être important dans un mois, peut-être important dans une semaine, c'est en discutant pour ne pas rater les signaux faibles, comme ça peut nous arriver à d'autres moments. Voilà, donc pas modeste, mais pas un Pékin, parce que c'est pour ça que j'ai été élu, et puis un jour je ne le serai plus, je ne sais pas quand, mais donc voilà, j'essaie de faire mon job modestement, mais pas de manière moyenne. Et est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté et mieux encore entendu dans vos diverses consultations? Alors, l'Assemblée nationale travaille bien. Et comme on est en crise et que j'ai quand même réussi à créer une réputation auprès de mes collègues d'être quelqu'un qui bosse. Donc, oui, à l'Assemblée nationale, c'est difficile de se faire entendre. Les 577, il y a des jeux de parti, etc. Mais je crois que quand je dis quelque chose, ma parole porte et ma parole est reconnue. Avec mes concitoyens, c'est un peu différent puisque je ne considère pas que j'ai la vérité. On va sans doute avoir des témoignages ici tout à l'heure. Voilà, moi j'ai un confinement à Cracovie qui n'est pas le confinement de mes amis à Tirana, qui n'est pas le confinement en Allemagne dans les différents Länder, qui n'est pas le confinement en France. Donc, je suis beaucoup plus sur un pied d'égalité. Avec mes concitoyens, dans la circonscription, j'essaye plutôt d'écouter que d'être entendu, moi-même, d'essayer de capter ces signaux faibles dont je parlais tout à l'heure. Bon, ben, on va prendre une première question, Frédéric Petit. On va aller à Belgrade avec Eric Gasser. On vous écoute, Eric. Oui, bonsoir à tous. Donc, mon nom, c'est Eric Grasser. Grasser, pardon. Alsacien, voilà. Je vais rectifier. Je voudrais saluer tout le monde et en particulier tous ceux de Roumanie. J'ai travaillé il y a fort longtemps en Roumanie. Mon père avait une société à Sibiu, donc je connais très très bien. Alors, pour ce qui est de la Serbie, le gouvernement, à mon humble avis, fait ce qu'il faut, c'est-à-dire que on est allé à l'extrême, on est en état d'urgence. Tous les soirs, à partir de 17h jusqu'à 5h du matin, c'est le couvre-feu. Et ce week-end, c'est-à-dire demain, à partir de 17h jusqu'à lundi matin, sera un couvre-feu total. Donc, c'est très, très fort. C'est très, très fort. C'est respecté ? C'est respecté. C'est un État où, je veux dire, la police est encore très, très présente. Et oui, je peux dire, ça rigole pas. Donc, c'est suivi et contrôlé. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que vous avez le sentiment, Eric, que la Serbie, on voit que la Serbie n'est pas dans l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Du point de vue du traitement par rapport… Oui, de la gestion de cette crise, la manière dont cela se fait, la communication. Parce que, tout simplement, ils ont mis en place l'état d'urgence, donc le Parlement ne fonctionne pas, donc tout est décidé, on peut presque dire par le président ou le gouvernement. Donc, un peu à la hongroise. Un peu à la hongroise. Maintenant, on peut aussi peut-être parler d'efficacité. Après, le côté démocratique, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, ils font, à mon avis, ce qu'il faut faire. Je ne vais pas trop donner trop d'avis. Est-ce que ça fonctionne pas. Quelle est votre question pour Frédéric? Et puis, on a un problème de lumière, apparemment, Eric, où on vous voit un peu façon nightclub avec des ombres et des lumières. En revanche, je m'inquiète plus, comme la Serbie n'est pas membre de l'Union européenne. Le gouvernement a fait des annonces économiques qui, à mon avis, sont très, très, très faibles. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge le salaire minimum. Le salaire minimum en Serbie, c'est moins de 300 € pendant 3 mois. Après ça, plus rien. Rien pour les entreprises? Les charges sociales vont être reportées à l'année prochaine, mais de mon point de vue, la Serbie, vous savez, était bien en retard économiquement, essaye de rattraper son retard, et tout ça va être un coup d'arrêt très, très fort. Et j'ai très, très peur, et je ne sais pas si les gouvernements seront à la hauteur quant aux questions économiques et tout l'aspect social qui va suivre. Alors, c'est une forme de question. Alors, que faire? Quelle est votre question précise pour Frédéric Petit? Que peut-on faire? De mon point de vue, la Serbie aura du mal à s'en sortir seule parce que c'est encore
un pays très fragile qui paye ses erreurs du passé et que sans aide de l'Europe, des amis européens, je ne vois pas d'issue. Et Frédéric Petit, est-ce que vous voyez l'Europe qui a du mal à s'entraider à l'intérieur de l'Union, faire un geste pour des pays comme la Serbie, qui un jour rêve naturellement d'adhérer? D'abord, je pense que la Serbie est naturellement à l'intérieur de l'Europe pour moi. Et vous savez que je parle souvent du cœur de l'Europe et des trois poumons de l'Europe. Je pense que si l'Europe n'arrive pas à exister dans les Balkans, et je parle de l'Union européenne, c'est pas uniquement à la Serbie que ça va manquer aussi à l'Europe, parce que ce qui se passe dans les Balkans et cette manière d'être européen dans les Balkans, et y compris dans les conflits à résoudre, c'est quelque chose qui est éminemment important pour le futur de l'Union européenne. Maintenant, sur cette crise, alors j'ai bien entendu ce qu'a dit Eric sur la notion d'efficacité en face de la notion de démocratie. Bon, je voudrais être très clair. Je crois qu'une démocratie peut être efficace. On le voit en Allemagne, on le voit en France, on le voit dans d'autres pays. C'est pas contradictoire de dire que voilà, le tyran était un des outils, la tyrannie était l'un des outils démocratiques d'Athènes. On l'oublie parfois. Hein. C'est-à-dire que quand il y avait la guerre, il fallait décider de choisir un tyran, on le choisissait, puis après on l'enlevait. Donc cette notion de dire on doit gérer une crise, on peut le faire de manière démocratiquement, même en confiant la responsabilité de la gestion de la crise à une autorité temporaire plus forte que d'habitude. Maintenant, ce qui se passe dans ces pays-là par rapport à la gestion de la crise, alors je vais commencer par l'aspect négatif. J'ai quand même très peur qu'on ait affaire à des gouvernements, on ait affaire à des hommes politiques, à part quelques rares, pas forcément dans l'opposition, mais qui ne sont pas forcément aux commandes. Là, je parle des 6 pays en général, qu'on ait affaire à des hommes politiques qui ne sont pas préparés à ce genre de crise. C'est-à-dire mais qui l'est, Frédéric Petit? Qui l'est réellement? Qui l'a été? Personne. Oui, mais peut-être un peu moins qu'ailleurs, dans la mesure où c'est peut-être on arrive en politique dans ces pays par des itinéraires qui n'ont parfois rien à voir avec la notion d'engagement, la notion de service des autres, etc. Voilà ce qu'il fallait préciser. Voilà, donc c'est peut-être ça qui me ferait plus peur, mais je crois quand même, et je connais un certain nombre de parlementaires serbes, je connais un certain nombre d'associations serbes, je connais des expériences, je connais des hommes d'entreprise, je connais des étudiants, etc. Je crois qu'il y a une société serbe qui pourra se révéler dans cette crise et qui va être peut-être capable de construire ce qui s'est passé au Monténégro, ce dont j'ai entendu parler, y compris en Bosnie, qui va peut-être y avoir l'émergence de nouvelles forces et de nouvelles personnalités à travers cette crise qui va être une crise terrible. Maintenant, dans la relation avec l'Europe, pour moi, c'est évident que l'Europe devra intégrer, s'il y a solution européenne, il y aura une solution européenne avec les Balkans. Sinon, la solution européenne ne sera pas la bonne. Sinon, voilà, si vous savez qu'il y a des déséquilibres, j'en parle souvent dans ces pays, il y a des déséquilibres démographiques en ce moment dans ces pays qui doivent être pris en compte par l'Union européenne à moyen terme, mais pas uniquement pour sauver la récolte des fraises de la Lorraine avec des Serbes ou des Roumains. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la solution à cette crise doit être aussi l'occasion de rétablir un certain nombre d'équilibres. La Serbie, quelque part, ça concerne tous les Européens, qu'ils habitent à Kiel, qu'ils habitent à Varsovie ou qu'ils habitent en Grèce. C'est un sujet qui est le nôtre. Ce n'est pas un sujet qui est on va les aider. Voilà. Ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Il doit y avoir de la solidarité avec l'Afrique. Il faut que la communauté européenne considère un peu plus vite que ce qu'elle avait l'intention de faire que ces régions sont des régions éminemment européennes qui nous concernent tous. On va rester dans les Balkans avec Mathias Vasquez et un témoignage que je trouve vraiment intéressant à écouter parce que vous avez vécu une aventure singulière, Mathias, avec un trajet hors norme entre l'Inde et Skopje, la capitale de la Macédoine. Oui, c'est exact. Alors, bonsoir à tous et merci pour cette opportunité de nous exprimer, de partager ce témoignage qui est singulier. Donc, je suis moi-même président fondateur de l'association Amitié France-Macédoine, donc avec une base dans les Balkans en Skopje depuis plusieurs années. Et il se trouve que ces dernières semaines, j'étais en voyage en Inde
où je me suis retrouvé dans une bien piètre situation, puisque pris au piège par ce confinement qui a été indien. Donc, vous parliez tout à l'heure, monsieur le député, de la confiance des autorités. C'est vrai que là, on a été vraiment pris au piège, puisque du jour au lendemain, les autorités indiennes ont décidé de fermer tous les commerces, tous les transports, et donc on s'est tous retrouvés coincés à l'endroit où on se trouvait. Donc, l'ambassade de France, en ce qui me concerne, a été très réactive. Elle a toujours pu répondre à mes questions, mes interrogations, et elle a fait ce travail donc de fond pour mettre en place, sous une dizaine de jours, un vol de rapatriement vers la France. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est vraiment le rôle, en tout cas peut-être un manque de transparence peut-être de l'ambassade qui n'a pas voilà, pu partager les informations sur les Français coincés sur place, sur le processus, bien sûr, du rapatriement. C'était assez flou. Donc, il y a vraiment une mobilisation de la part des touristes qui étaient sur place, de certains touristes qui, bénévolement, se sont proposés spontanément au consulat pour mettre en place des groupes de Français sur WhatsApp pour faire remonter les données de ces Français qui étaient sur place. Donc, j'aimerais attirer votre attention évidemment sur l'importance de la donnée là-dessus. En tant que sortie de crise, ces bénévoles ont cartographié les Français qui étaient coincés, ont diffusé de façon transparente l'information quotidiennement sur le processus d'évacuation. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était rassurant pour nous, tandis que voilà, l'ambassade, effectivement, avait un petit peu ce manque de transparence. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Nicolas Don, la crise de confiance envers le politique et les autorités, je pense que c'est un exemple concret. Sans parler aussi, bien sûr, des autorités indiennes qui étaient réfractaires à cette collaboration, puisque elles n'hésitaient pas à tabasser des Français qui essayaient de chercher de la nourriture dehors, qui étaient coincés chez eux sans vivre. Donc, ça a été vraiment très, très sévère et très difficile pour les concitoyens français qui étaient coincés à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ces équipes d'agents consulaires ont pu compter sur les Français bénévoles qui ont fait ce travail de fond et qui ont permis de remettre à jour, de faire remonter les sources de données sur ces Français coincés rapidement et de façon efficace. J'aimerais aussi parler de la réponse européenne. Vous en parliez tout à l'heure, monsieur le député. Les autres ambassades européennes, consulats, nous informaient qu'on n'était effectivement pas prioritaires sur leur vol, mais qu'il y avait quand même une réponse européenne, in fine. Donc, par exemple, l'ambassade d'Allemagne m'a contacté via le consulat portugais pour un autre vol qui a été organisé vers l'Allemagne. Donc, il y a aussi cette réponse européenne qui a été présente d'une certaine façon. J'aimerais juste terminer sur l'arrivée en France. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait pas de mesures sanitaires, il n'y avait pas de distribution de masques, il n'y avait pas de prise de température, ni quoi que ce soit à l'arrivée en France, contrairement à la situation en Inde. En Inde, on vous prenait la température à chaque gare, à chaque aéroport, etc. Donc ça m'a un petit peu marqué. Et finalement, pour faire un point sur la situation en Macédoine, on en est à 663 cas, donc c'est relativement peu, mais des mesures drastiques sont mises en place, comme vous disiez tout à l'heure, Eric, pour la Serbie. Dès ce week-end, le couvre-feu est étendu à tout le week-end pour les vacances de Pâques, pour les fêtes de Pâques. Il y a un couvre-feu selon les tranches d'âge, il y a un couvre-feu qui est étendu. Donc pour moi, ma question, monsieur le député, effectivement, par rapport à ce que je peux vous exposer, c'est que peut-on faire pour améliorer la transparence et la communication envers les Français de l'étranger vis-à-vis des autorités consulaires? Votre réponse, Frédéric Petit? Alors d'abord, je vais faire une réponse qui est une réponse d'abord de comment moi j'ai vu l'autre côté. L'Inde a été un des pays difficiles. Nous avons été associés à la cellule de crise du ministère. On a quand même rapatrié, ce qui est historique, je ne le savais pas, moi, on a fait quelque chose d'historique. On a rapatrié 154 000 personnes en 9 jours, ce qui n'avait jamais, alors que tous les aéroports étaient fermés. Hein. Donc, c'est-à-dire il fallait non seulement rassembler les gens, les identifier, mais il fallait trouver les avions, donc des avions d'Air France, des avions de Qatar Airways, et les affréter, téléphoner, il fallait que le ministre téléphone à ses homologues pour faire ouvrir l'aéroport pour la nuit, etc. Voilà. Il y a eu des problèmes sur certains pays, il y en a encore en ce moment, il y a le Pérou qui n'est pas fini, il y a la Nouvelle-Zélande qui n'est pas finie, l'Algérie qui n'est pas tout à fait finie, le Maroc qui redémarre un peu. Voilà, ça a été assez compliqué, mais ça a quand même été une cellule de crise qui a quand même réussi son travail. Sur la transparence des postes, l'Inde est assez particulière pour deux raisons. D'abord du côté indien, vous l'avez signalé, c'est pas des gouvernements faciles, c'est une fédération en plus, hein, donc ça varie d'un point à l'autre. Et en plus, comme c'est un grand pays, notre réseau consulaire est un réseau qui est organisé en plusieurs consulats généraux. Ce qui multiplie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des réponses qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'un consulat général à l'autre. Et donc,
peut-être que des réponses qui étaient faites différemment d'un consulat à l'autre n'étaient pas les mêmes. Voilà. Sur la transparence et l'information des Français à l'étranger, c'est un sujet, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'essaie de multiplier les outils comme celui que nous inaugurons ce soir. Je pense que c'est fondamental. J'ai souvent dit qu'on était un réseau peut-être peu connu de nos concitoyens en France, qu'on est un réseau qui a énormément changé dans sa sociologie dans les 20 dernières années. Nous ne sommes plus un réseau d'expatriés, je n'aime pas ce terme, nous sommes un réseau de gens installés à l'étranger et qui regardons la France, qui aimons la France, et qui revenons. Et je crois que cette notion d'information et de transparence de ce que nous faisons est importante. J'étais quand même attentif, c'est la première fois que tous les parlementaires des Français représentant les Français à l'étranger sont associés indifféremment de leur parti, etc., sénateurs, députés. Voilà, c'était un peu lourd, les réunions, parce que je vous rappelle qu'un sénateur, il peut être élu avec 60 voix, donc c'est pas tout à fait pareil. Les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, mais c'était des réunions, on est donc 21 élus, donc plus les services, ça faisait des réunions à 30 une fois par semaine, avec une 24/7 en continu pour se passer les infos. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui va demander un renforcement. Ça me paraît évident. On va aller en Allemagne maintenant. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Juste merci pour le témoignage. Merci à vous. Mathias, j'aimerais qu'on en aille en Allemagne avec Jean-Marie Desnaud qui est en Bavière. Et une question pour vous, Jean-Marie, est-ce que vous partagez ce sentiment en général selon lequel l'Allemagne s'en sort un peu mieux que le reste des pays européens ? Oui, absolument. Et ayant écouté maintenant les témoignages de mes compatriotes dans les autres pays, je me sens tout particulièrement privilégié. Pourquoi ? Expliquez-nous. Oui. Alors, je pense d'abord être privilégié parce que dans cette aventure de confinement, je suis retraité, donc je fais partie de ces gens qui n'ont pas le souci du revenu matériel qui disparaît peut-être à la fin du mois lorsqu'on travaille dans des métiers qui se trouvent maintenant pratiquement déconnectés du reste. Privilégié aussi parce que vivant en Allemagne dans une ville de province, je suis certes dans un confinement qui est pratiquement très semblable à celui de la France, mais dans une atmosphère tout à fait différente de ce confinement. Je n'ai pas besoin de papier signé quand je sors. Si la police me demandait ce que je fais, je lui dirais. Je peux sortir avec mon chien à plus d'1 kilomètre, personne ne me demande quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des contrôles de police. Je ne les ai encore jamais vus. C'est-à-dire que ce confinement, il est là, je le vois, bien sûr, avec un tas de petits problèmes journaliers, mais l'atmosphère me paraît être beaucoup plus détendue que je ne pense le constater en France. Et il faut se demander aussi pourquoi ça fonctionne quand même. Et je remarque qu'au début, par nature, je n'étais pas très discipliné non plus. Inviter quand même le voisin à une tasse de café, ou bien ça m'aurait bien plu. Et c'est quelquefois justement dans les réactions de l'un et de l'autre que l'un me dit écoute, non, toi, tu vois, il vaudrait quand même mieux y renoncer. Ça en ce moment, c'est pas sérieux. C'est dommage, mais bon. C'est-à-dire que je pense que lorsque on compte sur la maturité d'une société, on peut aussi la rendre responsable. Et ça aide peut-être à éviter des climats de contrôle, tout en ayant une certaine efficacité. Voilà, ça c'est ma perception. Maintenant, ce qui reste, c'est des choses comme c'est difficile d'aider ceux qui ont vraiment besoin, parce que quand on est confiné, on ne peut pas y aller justement pour voir si telle et telle personne a besoin de quelque chose. C'est-à-dire que là, il faut avoir une certaine confiance en les appareils, je dirais, les organisations, etc., qui s'en occupent normalement. Et ça m'amène peut-être à conclure mon témoignage par mon ressenti de ça. Je dirais, je me sens
troublé, parce que je ne peux pas m'organiser comme je le veux, nerveux, parce que je ne sais pas vraiment définir quel est le problème de demain. On entend que l'un et l'autre tombent malades, mais enfin bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je suis désorganisé en moi-même, mais je ne suis sûrement pas bouleversé, je ne suis pas effrayé, je suis en fait assez confiant en tout ce qui est autour de moi. Peut-être un peu déçu, parce que, bon sang, si on avait donné à l'Europe un peu plus de compétences avant, on aurait sûrement pu avoir une bien meilleure organisation, une bien meilleure coordination des réflexes nationaux qu'on a vus en Europe. Et bon, c'est dommage, c'est une leçon à prendre pour la prochaine fois. Alors, voilà, ça, merci de votre témoignage. C'est une question directe pour Frédéric Petit, du coup. Où en est l'Europe? L'Europe des pairs, selon l'expression que vous affectionnez. En ce moment même, les ministres des Finances de l'Union européenne sont réunis pour trouver des moyens nouveaux de solidarité. Des efforts considérables ont été faits, mais la fameuse mutualisation des dettes, nous n'y sommes pas encore, toujours avec cette grande opposition entre le Nord et le Sud. Comment est-ce que l'Europe travaille au quotidien pour nous sortir de là, dirons-nous? Frédéric. Je pense déjà que l'Europe a démarré en retard. Après, l'Europe, peut-être qu'aujourd'hui, elle démarre souvent en retard. Je crois que les annonces européennes sont peu connues, mais il y a quand même des choses qui existent. On va voir ce qui va se passer avec cette décision. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, les déclarations récentes de la présidente de la Commission sur... c'est plus qu'une invitation maintenant, mais à ne pas faire les mêmes erreurs pour les sorties de crise que ce qu'on a fait pour les entrées de crise. C'est-à-dire, elle a appelé, et là, elle le fait en temps utile, à ce que les déconfinements soient coordonnés en Europe. On est parti un peu dans tous les sens pour la partie rentrée dans la crise. Je pense que l'Europe là prend un peu plus de temps. Après, moi, je ne suis pas élu européen. Par contre, je peux y travailler. Je travaille en particulier, beaucoup le savent, je considère que mon travail en tant qu'élu de cette circonscription, c'est de faire de l'interparlementaire. C'est-à-dire que je suis en contact, en particulier, je suis membre de l'Assemblée franco-allemande, par exemple. J'ai alerté très très rapidement le bureau pour dire il faut qu'on réagisse. Nous savons nous réunir réunissons-nous, faisons pression. Voilà, ça commence depuis quelques jours. L'Assemblée parlementaire franco-allemande a pris ses responsabilités. Il y a eu une réunion de bureau, on sent qu'il y a des déclarations, on sent qu'il y a à la fois des grands enjeux qui sont portés et qui commencent à faire bouger peut-être un peu les lignes. Je sens quelques signaux faibles. Et puis aussi des choses très simples. Nous, on a été alertés très tôt. C'est moi qui ai levé ce lièvre qui était absolument... je ne l'ai pas cru quand je suis tombé dessus il y a 15 jours, mais le chômage partiel en Allemagne n'était pas applicable si la société n'était pas installée en Allemagne. C'est-à-dire qu'on peut avoir un salarié qui paye ses charges en Allemagne, qui paye ses impôts en Allemagne, qui cotise en Allemagne, et quand il allait voir les mesures de chômage partiel, on lui disait si votre entreprise, si vous êtes commercial pour une entreprise française qui développe son business en Allemagne, ça ne vous concerne pas. Et évidemment, en France, il ne cotise pas, donc il n'aura rien non plus. Voilà, donc on a fait remonter ça et on a senti là, par exemple, très rapidement, mes collègues, toutes tendances confondues, mes collègues allemands de l'Assemblée parlementaire sont immédiatement montés au créneau de leur côté. Donc on est en train de suivre cette affaire, ça devrait se régler. Je fais aussi, je contacte beaucoup, je téléphone, j'essaie d'organiser des réunions de groupes parlementaires sur des pays. Je crois que cette notion de parlementaires locaux en contact les uns avec les autres, c'est fondamental parce qu'en fait, même si c'est le thème de l'émission, même si beaucoup l'ont oublié, nous représentons nos nations. Donc, j'ai des collègues hongrois, avec qui je parle beaucoup. J'ai des collègues serbes avec qui je parle beaucoup, que j'ai invités dans des discussions, avec qui on s'est disputé, avec qui on a essayé de régler. Et quand ça se passe, c'est pas des rapports entre gouvernements tendus ou pas tendus. C'est des peuple à peuple, c'est de nation à nation. Et ça, c'est effectivement ce que j'appelle l'Europe des pairs, P-A-I-R. Et j'y suis extrêmement attaché. Je pense qu'on va vers des solidarités nouvelles. J'ai été très attentif aux solidarités immédiates transfrontalières dans une ambiance très difficile entre la France et l'Allemagne. Il y a eu des tensions transfrontalières.
comme il y en a eu partout dans le monde. Les Français, c'est eux qui amènent la maladie. Donc il y a eu des choses difficiles en Sarre-Lorlux, en Bade-Württemberg, etc. Et puis il y a eu des gestes officiels, des gestes de responsables politiques qui ont ouvert des hôpitaux, qui sont venus, qui ont imposé un certain nombre de solidarités, qui ont réouvert des choses et qui ont imposé une espèce de responsabilité politique citoyenne immédiate. Et ça, c'est important, ça, c'est fondamental. Ce qui m'a beaucoup touché dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est cette grande différence que moi j'essaye de faire entre ce qui est de la citoyenneté, de l'ordre de la citoyenneté, qui pour moi est permanent, qui pour moi est un effort permanent et est un débat permanent, et ce qui est de la démocratie. La démocratie, elle a des règles, on doit passer par là, on doit passer par là. Par contre, la citoyenneté, elle doit s'exprimer, et en temps de crise, je pense que c'est plus la citoyenneté qui va nous permettre d'en sortir qu'un fonctionnement démocratique, y compris du côté de l'Europe. Donc ça va être regardez ce qui se passe dans la recherche sur le vaccin. Ils n'attendent pas l'Europe. Les laboratoires, ils travaillent ensemble parce qu'ils ont bien compris que c'était ensemble qu'ils allaient le faire. La Roumanie maintenant, au Bucarest, une question de Jean-Christophe Masmalet. Oui, bonjour. Jean-Christophe Masmalet. Moi, je suis représentant l'AREM en Roumanie et MODEM en même temps. Déjà parler de la situation un petit peu qui est en cours en Roumanie avec un état d'urgence et surtout les problèmes qui peuvent se poser, je dirais, très rapidement après cette sortie de crise. La question, en fait, elle est simple. Tout le monde se la pose, mais personne n'en parle, je dirais. C'est là le problème, c'est à savoir, la question est, on va savoir exactement combien il y aura de morts en France, en Italie, en Espagne, dans l'Europe, à la sortie de la crise, c'est-à-dire quand on va faire le déconfinement de la population. Mais ceci dit, combien cela va générer de morts, la crise économique qui est à venir. Et là, les responsabilités vont être énormes. C'est-à-dire que moi-même, en tant que responsable de la République En Marche, du MODEM sur la Roumanie, qui suis impliqué, je peux me poser la question. Je dois poser la question. Je dois le faire remonter, c'est obligatoire, parce que je suis citoyen et on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que le confinement que l'on est en train de réaliser au jour d'aujourd'hui est quelque chose qui va amener à un mieux après? Certainement pas. Alors, bien sûr, on peut se dire… C'est une opinion divergente, Jean-Christophe. Bien sûr, tous les responsables s'accordent à dire que la seule solution est le confinement pour freiner et non pas pour arrêter la pandémie. Non, mais je comprends bien la question et je crois qu'elle est tout à fait légitime et elle me travaille aussi. C'est-à-dire que la sortie, et puis je vais même être encore plus direct, parce que ça c'est quelque chose que j'ai dit il y a 3 semaines et que j'essaie de faire comprendre, parce que c'est la caractéristique de ma circonscription. Il ne faut pas dire la sortie, il faut dire les sorties. On va sortir, je veux dire, en Pologne, on considère, les gens ici, ils ne se rendent pas compte de ce qui va arriver dans 3 semaines. Voilà, donc les sorties de crise. C'est-à-dire que quand je pense à la Roumanie et quand je pense à l'économique, je sais qu'il y a des PME, si je parle de Timișoara, il y a des PME qui ont un atelier en Roumanie dans leur chaîne de valeur. Et comment ils vont faire quand la France va leur dire ça y est, maintenant on est sorti de la crise, vous retravaillez comme avant, et à ce moment-là, ils auront leur atelier fermé en Roumanie parce que c'est à ce moment-là que ça va chauffer en Roumanie. C'est un exemple, mais je crois qu'on va avoir des sorties de crise, et là, je pense à 2 choses, et je vais répondre de manière très solennelle à la question qui m'est posée là, parce que c'est vraiment des choses qui me travaillent. Il y a une question d'économie. C'est-à-dire que c'est évident que la crise qui arrive ici pose une question de solidarité économique très claire, très simple et évidente. Et il va falloir qu'on s'endette, il va falloir qu'on accepte de maintenir une activité en vie alors qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Alors, ça peut être de l'endettement, enfin je ne vais pas rentrer dans les techniques économiques, mais c'est évident qu'il va falloir qu'il y ait des a priori de relance coordonnée et extrêmement
précise. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est un autre de mes grands soucis aujourd'hui dans la société française, mais dans toutes les sociétés du monde, c'est le retour de la violence depuis 2 décennies. C'est-à-dire qu'on arrive, quand on dit déliquescence du politique, ce qui me terrifie, moi, c'est la déliquescence de la capacité à ne pas être d'accord sans s'entretuer et sans se détruire. Voilà. Moi, j'ai découvert ce que c'est qu'une campagne électorale il y a 3 ans. J'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ce qu'on était capable de faire dans ce cadre-là. Et vous savez très bien qu'un de mes leitmotifs, c'est d'essayer ce que j'appelle la confrontation fraternelle. C'est-à-dire, j'imagine que je peux être complètement opposé à quelqu'un, mais de considérer qu'on a un avenir en commun et que le but de la citoyenneté, le but, c'est d'essayer d'avancer ensemble. Et si on ne fait pas ça dans cette crise, ça ne va pas être pour dire que ta retraite est un peu plus juste que la mienne ou un peu moins juste que la mienne. Ça va être pour dire, toi, tu as à manger, pas moi. Et ça va être ça en Europe, mais ça va être ça en Afrique, ça va être ça dans d'autres pays. Donc on va arriver à des si on a des sociétés qui ne sont plus capables de maîtriser leur violence, de maîtriser leurs réflexes de violence, leurs conflits, on va aller vers une société qui, là, va vraiment exploser. Donc je crois que cette notion de penser la crise, et pas uniquement en termes, j'entends beaucoup de gens qui disent ça voulait dire qu'il fallait faire ci, ça voulait dire qu'il fallait faire ça, c'est très simple. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'être capable à 64 millions ou à 500 millions en Europe ou à 10 milliards dans le monde, d'être capable d'aller vers des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, et d'accepter qu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, d'accepter qu'il y en a qui ont des intérêts différents et qu'on peut essayer d'avancer ensemble sans que ce soit le plus fort qui gagne. C'est ça la notion fondamentale. Et je suis très choqué, moi, aujourd'hui, quand je trouve ça petit, quoi, quand j'entends des gens qui disent je l'avais bien dit, on aurait dû faire comme ça avant. Okay, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et je crois que y compris cette attitude un peu simpliste de dire je l'avais dit, on aurait dû faire autrement, et pour moi, c'est une attitude qui peut générer de la violence. Parce que c'est une attitude qui n'est pas forcément vraie et que l'humilité et la capacité à écouter, la capacité à se remettre en cause, ça va être des choses qui vont être vitales pour l'humanité dans les mois qui viennent. Alors, c'est pas mon job uniquement, donc je le dis en toute modestie, mais voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Christophe, brièvement, parce qu'il faut qu'on mette un point final à un dernier témoignage très intéressant à suivre. Brièvement, ce que je voulais dire, c'était juste pour compléter, en fait. Il faut voir qu'on va parler uniquement de l'Europe. L'Europe est à plusieurs vitesses. Et malheureusement, une sortie de confinement en France, en Italie, peut-être plus difficile, mais en Allemagne ou en Espagne, ça risque d'être compliqué, mais ça risque de se gérer tranquillement. Dans les pays de l'Est, ça sera beaucoup plus difficile avec des économies qui sont déjà très faibles. Et là, on peut s'attendre à avoir de gros problèmes. Merci Jean-Christophe. Voilà. Direction Prague maintenant pour un dernier témoignage, celui d'un grand voyageur, Childéric Müller, qui a traversé carrément l'Europe, le sud de la France jusqu'à Prague en voiture. C'était très récemment et c'était très mouvementé, Childéric. Ouais, c'était surtout original parce que j'ai l'impression d'être allé à l'inverse de nos compatriotes qui souvent sont rentrés dans leur foyer en France ou rejoindre leur famille. Il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont surprise. C'est vrai qu'en France, il n'y avait personne sur l'autoroute à part les camionneurs qui nous permettent de survivre à travers l'Europe en transportant la nourriture, mais qui n'avaient plus d'infrastructures, c'est-à-dire que plus de douches, à peine des toilettes, mais qui n'étaient plus nettoyées par les services. Donc il y avait très peu de véhicules sur l'autoroute. En Allemagne, j'étais très surpris parce que à 2h, 3h du matin, on voyait encore des Porsche et des BM passer à 250 et 300 km/h à toute blinde sur l'autoroute, et puis un trafic incroyable en pleine nuit, 12 km de bouchons à l'entrée de la Pologne, à Göritz. Ça, je crois que c'est un peu la donnée quotidienne des camionneurs.
Et en revanche, en arrivant à Prague, j'avais un sentiment de liberté totale par rapport à ce qu'on vit en France et à ce qu'on vit en France en termes de confinement. Que, oui, ok, les règles sont très dures, les amendes sont très fortes, très puissantes, très lourdes, mais en revanche, les gens se promènent et on sent une certaine joie de vivre presque plus importante que chez nous. C'est un peu ça, moi, qui m'interpelle. C'est la façon dont dans chaque pays, on est râleur, moins râleur, plus râleur. Et étant beaucoup sur les réseaux sociaux français, ça rejoint ce que tu disais au début, Nicolas, sur cette question de confiance dans la parole officielle. Je trouve que sur les réseaux sociaux français, c'est assez terrible. C'est-à-dire que les thèmes complotistes, évidemment, sont encore plus en développement qu'avant. La mise en cause de la parole politique est absolument terrible. Comment est-ce que Frédéric le ressent, lui ? Ça va être la dernière question de l'émission. Frédéric Petit. Ça, c'est une question piège à la fin. Comment moi, je ressens les réseaux sociaux, ça va faire rigoler mon équipe. Alors moi, je suis très mal à l'aise avec ça. D'abord, j'ai toujours dit que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en 240 signes. J'essaye de réfléchir, donc j'essaye de travailler, j'essaye d'approfondir, donc c'est compliqué. J'ai besoin de réfléchir, d'approfondir et de prendre un peu plus que 240 signes pour exprimer des idées qui me semblent adaptées à la complexité du monde. Voilà. Sur les fake news, sur les réseaux sociaux, je suis peut-être, je vais prendre un contre-pied, Childéric. Je pense, moi, je dis souvent, je crois à la force de la personne humaine. Hein. J'utilise très peu souvent le mot individu. Moi, je préfère utiliser le mot de personne. Jean-Christophe est au modem, il sait très bien quelle est notre histoire et d'où ça vient philosophiquement. Mais voilà. Et pourquoi j'utilise ça ? Parce que je crois que on a la force de résister à ça. Moi, je ne reproche à personne de mettre une fake news quelque part. Je me reprocherais de la croire ou je me reprocherais de ne pas la mettre en doute. Je crois que il y en a toujours eu des gens qui faisaient des fake news. On a brûlé des sorcières, qui n'étaient pas des sorcières. Voilà. Donc je pense que c'est de la responsabilité citoyenne de ne pas passer ce genre de choses et de ne pas y faire confiance et de revenir à des débats. Moi, si quelqu'un me dit la Terre est plate et qu'il essaye de me le prouver, je rentre dans le débat. J'ai pas peur de rentrer dans le débat. Ok, bon, il faut que ça soit un débat. Il faut pas qu'ils me disent je l'ai lu, donc voilà. Il faut vraiment que ça soit un débat. Mais par contre, je crois que ce qui est inquiétant en France aujourd'hui, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'absence et l'espèce d'apathie, de déresponsabilisation de celui qui a dit une bêtise un jour et puis on s'en souvient plus jamais après. C'est plutôt ça qui me choque. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un a sorti une énormité et une semaine après, il revient et il reparle d'autre chose et puis et ça refait ce qu'on appelle le buzz, la mousse. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de mousse aujourd'hui, on a besoin de revenir dans le calme, dans la confrontation. Franchement, je pense qu'on a besoin de ne pas être d'accord. Encore une fois, c'est ce que j'appelais l'hyperventilation citoyenne. C'est-à-dire si on va avoir besoin de signaux faibles, on va avoir besoin qu'il y ait des gens qui pensent à des choses auxquelles moi je ne pense pas. On va avoir besoin des gens qui disent c'est de la faute d'un tel. Parce que ça va me dire, tiens, peut-être que c'est de la faute d'un tel. Ah ben non, finalement, il s'est trompé. Ou alors, on va avoir besoin de ces divergences d'avis, de les mettre en confrontation. Mais il faut les mettre en confrontation avec une appropriation personnelle. Il ne faut pas les mettre en étant uniquement des espèces de transistors au sens physique du terme, c'est-à-dire qui servent uniquement à rendre plus bruyant le petit bruit qu'ils ont reçu et qui ne font que l'augmenter et pas le modifier. Il faut se mettre en critique. Voilà, c'est cette espèce de notion critique. C'est pour ça que l'enseignement français à l'étranger, c'est si important. C'est parce que nous, on enseigne l'enseignement critique. On enseigne l'attitude critique. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va finir. Fin de cette émission. Donc, merci à vous, Frédéric Petit, d'avoir essuyé les plâtres de cette première. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je vous attends la semaine prochaine pour un autre thème, un autre débat, d'autres témoignages, même endroit, même heure. Très bonne soirée à vous tous. Ligne directe, au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don.